C'est une forme de précarité qui se développe sans bruit en Europe. Il s'agit des difficultés d'accès à l'énergie. Cette précarité énergétique, eh bien, elle fait l'objet d'une vaste étude qui est publiée aux presses de Sciences Po, dans un livre qui détaille les différentes situations et les politiques publiques de lutte contre le problème dans 5 pays, Royaume-Uni, Allemagne, France, Pologne et Hongrie. Je reçois aujourd'hui 2 des auteurs, Rachel Guyet et François Bafoile. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Alors j'ajoute que vous avez travaillé sur ce sujet avec d'autres co-auteurs, Dominique Leroux et Ferenc Fodor, qui sont chercheurs à EDF R&D, et puis également Amélie Bonnet, chargée d'études dans le cadre de ce projet. Alors j'ajoute également, pour terminer les présentations, que Rachel Guyet, vous êtes chargée de projet dans le cadre d'un partenariat entre EDF R&D et le CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Et François Bafoile, vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CERI. Alors, première interrogation, je m'adresse à vous, François Bafoile. Où se situe la France dans les différents pays européens que vous avez étudiés? On pense notamment aux tarifs qui sont moins élevés en France qu'en Europe. Est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de précarité énergétique en France? Alors, si on considère le coût de l'électricité par rapport aux villes en Europe, Paris se situe dans le bas de l'échelle, de l'ordre de 13 cents le kilowattheure. Et si l'on regarde l'Allemagne, elle est au sommet de l'échelle, de l'ordre de 26 euros le kilowattheure, dont 26 cents, pardon. Et donc, on voit bien qu'il y a un écart du simple au double, et on pourrait conclure que, alors, il y a plus du double de précaires. Ce qui est un fait, c'est qu'il y a un lien évident entre le coût de l'électricité et la précarité énergétique. Mais ça ne veut pas dire que là où il y a le coût le plus élevé, on a le plus grand nombre. L'Allemagne, parce qu'on ne sait pas, et Rachel dira pourquoi, combien il y a exactement de précarité énergétique, et la France, selon le rapport Pelletier, en affiche 3,5 millions. La Grande-Bretagne, elle, 4,5 millions. Ça, c'est des grandes masses. La vraie question, c'est la question qualitative, de quoi l'on parle. Alors justement, pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez définir ce que l'on entend par précarité énergétique? Quel est le profil type du précaire énergétique? François Bafoile. Voilà, ça c'est la vraie question et c'est l'objet de notre ouvrage collectif. C'est très difficile à définir parce que, et c'est la raison pour laquelle on parle d'invisible, c'est qu'un grand nombre, d'une part, on ne peut pas en évaluer la quantité. Même si la chercheuse Borman britannique a défini la précarité énergétique comme l'état dans lequel se trouvent des individus qui dépensent plus de 10% de leurs revenus, donc ça c'est quantitatif, mais c'est très difficile et on parle de population invisible parce que souvent ils se cachent, soit qu'ils ont honte, soit qu'ils n'ont pas la connaissance, pas l'information des droits qui sont les leurs. Parce qu'ils peuvent tomber en précarité, et du coup, parce qu'on ne sait pas exactement qui est un précaire énergétique, parce qu'on ne peut pas le quantifier, alors les politiques publiques ciblent mal leurs mesures, et du coup renforcent cet aspect d'invisibilité. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le précaire énergétique n'est pas nécessairement le pauvre comme on l'entend. Rachel Guyet. Alors, pour compléter ce que François vient de dire, la chercheuse britannique Brenda Boardman, qui a pour la première fois défini la précarité énergétique, mettait en avant le fait que la précarité énergétique est un concept dynamique. C'est-à-dire qu'une personne peut entrer en précarité énergétique pour cause d'accident de la vie, par exemple, mais elle peut aussi en sortir, soit parce que sa situation évolue, soit parce qu'elle a pu bénéficier d'aide ou de programmes. Et donc, c'est typiquement le genre de situation qui reste complètement invisible aux autorités, et donc ce qui rend d'autant plus difficile le comptage ou le repérage des précaires énergétiques. Donc, comme disait François, c'est d'autant plus complexe à qualifier la précarité énergétique ou le précaire énergétique parce que le coût d'électricité seul ou la situation socio-économique seule ne suffit pas à qualifier véritablement la précarité énergétique. François Bafoile, quelles ont été les conséquences de la libéralisation du marché de l'énergie, une libéralisation qui a commencé, je le rappelle, avec la directive européenne de 1996? C'est ce qu'on a essayé justement de montrer dans la première partie de cet ouvrage. Ensuite, on a fait des enquêtes qualitatives pour savoir quelles étaient les politiques publiques. Mais dans la première partie de cet ouvrage, on a cherché à montrer qu'en fait, il n'y a pas un lien direct entre la libéralisation, comme vous venez de le dire, qui s'est opérée dans la foulée de la directive de 1996, et la précarité énergétique. Cependant, cette libéralisation a mis en place les conditions dans lesquelles la précarité énergétique a pu émerger, pour peu que, il y ait une crise collective,
à l'instar des crises économiques, ou une crise individuelle, à l'instar d'un accident de la vie. Mais il y avait l'objectif, Rachel Guyet, je me tourne vers vous, il y avait l'objectif de faire baisser les prix en Europe avec cette libéralisation. Pourtant, vous le notez dans votre livre, ils ont plutôt eu tendance à monter. Alors pourquoi ? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, les prix de l'énergie en général ont baissé. Parce que, évidemment, les entreprises avaient intérêt à jouer un jeu concurrentiel pour gagner des nouveaux clients. Et donc, cette pression concurrentielle a fait baisser les prix. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ce qu'on a constaté, c'est que depuis le milieu des années 90, fin des années 90, les prix ont de nouveau augmenté pour différentes raisons. Tout d'abord, donc, le marché s'est consolidé, on a vu se constituer des grands oligopoles et donc un jeu concurrentiel moindre. Les prix des énergies fossiles au niveau mondial sont repartis à la hausse. Par ailleurs, il a fallu continuer à financer les investissements. Récemment, il faut ajouter que la majorité des gouvernements européens ont une politique environnementale du type développement des énergies renouvelables ou efficacité énergétique. Et ce coût est reporté sur la facture des consommateurs. Et juste un dernier exemple, en Grande-Bretagne, le gouvernement a des obligations sociales. Ces obligations sociales, depuis quelques années, sont reportées également sur les factures du consommateur. Donc c'est une conjonction de facteurs qui fait que les prix ont augmenté en général. François Bafoil, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Rachel Guyet. Cette libéralisation, elle a eu comme conséquence l'apparition d'oligopoles. C'est un paradoxe ? Non, je ne pense pas que ce soit un paradoxe. Le premier point qu'il faut soulever, c'est qu'effectivement, ces mesures de libéralisation puis de privatisation, ce qu'on a appelé la pluralisation du fait de l'unbundling, comme on dit en allemand, la séparation des activités de production, distribution, transport, commercialisation, effectivement, a donné lieu à une plus grande pluralité d'acteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui était auparavant des monopoles, les anciens monopoles, s'ils ont bougé, en suivant la directive, s'ils ont bougé, c'est qu'il y avait un intérêt. L'intérêt évident pour eux, c'était de passer d'un statut national de monopole à ce qu'on a appelé à ce moment-là des champions à l'échelle européenne, où les participations ont pu être croisées, le cas exemplaire c'est EDF, surtout qu'au même moment, en Europe de l'Est, on procédait à une privatisation des ensembles énergétiques, et là, les grands opérateurs de l'Ouest y ont trouvé profit. Rachel Guyet. Alors clairement, pour rebondir sur ce que vient de dire François, l'ouverture des marchés à l'Est a été vraiment un élément fondamental qui a finalement incité les grands énergéticiens européens, en particulier allemands et français, à accepter la directive. Pourquoi ? Pour pouvoir profiter finalement de l'ouverture de ces marchés à l'Est, il fallait aussi ouvrir ses propres marchés à la concurrence. Et donc, par le biais des fusions, acquisitions, etc., on a vu par exemple EDF racheter des parts dans les anciennes entreprises d'État à l'Est, comme en Pologne, en Slovaquie ou en Hongrie, et donc à se reconstituer une influence européenne assez fondamentale. La même chose est apparue évidemment en Allemagne, et on a du coup gardé ces grands champions européens sur le marché européen. Alors votre livre étudie également les politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour lutter contre cette précarité énergétique. Alors François Bafoil, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, en France, qu'est-ce qu'on a fait pour contenir ce phénomène? EDF, l'opérateur, a eu en charge, et dans ses statuts, s'attache à réduire la notion de précarité énergétique, et donc a mis en place des opérations avec des associations, avec des groupes locaux, pour essayer de réduire ou au moins d'identifier ce phénomène afin de le mieux réduire. Par ailleurs, en France, il y a une politique en faveur effectivement d'un moindre coût, et ça c'est quand même extrêmement important pour réduire un problème qui existe. Ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de pays où on n'est pas encore parvenu à une définition, et donc les politiques publiques sont, comme on l'a dit précédemment, mal ciblées. Elles dépendent beaucoup du type d'institution dans les différents pays aussi. Alors, ce qu'on a cherché, nous, à comprendre dans notre ouvrage, c'est ce qu'on appelle les gouvernances des pays, centralisées en ce qui concerne la Grande-Bretagne et la France, régionalisées, le cas exemplaire de l'Allemagne, et puis fortement centralisées encore les deux pays qu'on a choisis, à savoir la Pologne à l'Est, la Pologne et la Hongrie. Et là, on a essayé de comprendre si, en fonction des gouvernances, l'efficacité des mesures prises contre la précarité énergétique, soit au niveau central, soit au niveau local, dépendait, et elle dépend, de ces systèmes institutionnels. Rachel Guyet, quels résultats, quelles sont les grandes conséquences, les grandes conclusions que vous tirez de cet examen ?
Alors, pour être assez général, en fait, cet examen nous a permis finalement d'élaborer 3 catégories de pays. Donc, la première, qui regroupe la France et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire 2 pays où la définition, comme le disait François, existe et où la notion de précarité énergétique a été utilisée par les décideurs pour mettre en place des mesures qui sont de 2 types. Des mesures d'aide au paiement de la facture, donc des mesures financières, et des mesures de prévention du type rénovation de l'habitat et donc amélioration thermique du logement. Donc ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie qu'on a pu trouver, ce sont les pays comme la Pologne ou la Hongrie, où finalement la précarité énergétique est assimilée à la pauvreté, donc il n'y a aucune mesure spécifique. Et une dernière catégorie représentée par la seule Allemagne, où là, le gouvernement finalement se refuse à reconnaître la précarité énergétique en tant qu'action du champ public. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que leur système social répond déjà à la question, puisqu'il y a déjà un forfait électricité dans les prestations sociales, les dépenses de chauffage sont déjà couvertes, et donc le gouvernement estime que la précarité énergétique ne peut pas exister. Ça ne les a pas empêchés de mettre par ailleurs en place un programme de conseil aux économies d'énergie pour les bénéficiaires de prestations sociales, mais la précarité en tant que telle n'est pas reconnue. Une précarité énergétique, pardonnez-moi, non reconnue, mais il faut dire qu'elle est invisible, pour reprendre le titre de votre livre, Accès à l'énergie en Europe, les précaires invisibles, publié aux presses de Sciences Po. François Bafoil, Rachel Guyet, merci d'être venu sur Xerfi Canal présenter vos travaux. Merci à vous.